science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mera. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors émission ce matin très largement consacrée à la question climatique, évidemment très vaste question, énorme question avec de multiples angles d'entrée, de multiples facettes. Et pour nous en parler, on a la grande chance d'avoir avec nous deux actrices, deux analystes, deux observatrices majeures de la question climatique, Valérie Masson-Delmotte et Ami Dahan. Bonjour à toutes les deux et grand merci d'être avec nous ce matin. Alors Ami Dahan, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, historienne et sociologue des sciences, spécialiste des relations, alors arrêtez-moi si je me trompe, entre expertise climatique et gouvernance internationale sur le sujet. Et Valérie Masson-Delmotte, vous êtes paléoclimatologue, directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Alors je pense qu'on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que le groupe numéro 1 du GIEC ? Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un organisme qui a été mis en place il y a 30 ans pour fournir régulièrement un état des connaissances, en passant en revue la littérature scientifique, technique, socio-économique. Et le groupe numéro 1, c'est celui qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Et quels sont les autres groupes ? Alors le groupe 2, il porte sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités. Et le groupe 3 porte sur l'atténuation, c'est-à-dire les actions pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Donc pour résumer, nous on est la partie sciences du climat et nos autres collègues sont sur la partie solutions. D'accord, alors vous venez de le dire, le GIEC a été créé il y a une trentaine d'années. Pourquoi exactement à ce moment-là ? Quel était le contexte de la création du GIEC ? Ami Dahan. Il y a eu pendant les décennies qui précèdent une alerte croissante et une préoccupation croissante qui a été le fait d'ailleurs des climatologues pour beaucoup américains, mais pas seulement, évidemment, et avec pas mal de rapports qui ont été rédigés, en particulier pour l'Académie des sciences américaines, etc. Et toute la décennie 1980, on peut dire, la question est devenue de plus en plus présente. Et le politique était un peu, je dirais, divisé sur la question. Et finalement, ça a été l'occasion pour les Nations Unies ont confié à la fois à le programme international de l'UNEP, enfin ce qu'on appelle l'UNEP, aux Nations Unies, de se mettre d'accord et de créer justement ce qu'on appelle en anglais IPCC, le GIEC, qui a été donc créé en 1988. Valérie Masson-Delmotte, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, donc en fait le GIEC il est rattaché au programme des Nations Unies pour l'environnement et à l'Organisation météorologique mondiale. Et puisqu'on regarde un peu en arrière là, moi j'aime bien citer un travail de 1988, une des premières études utilisant une représentation de l'atmosphère et de l'océan, ce qu'on appelle un modèle de climat couplé, l'un des premiers. Et quand on regarde 30 ans après les résultats de cette première étude, on voit que tout ce qui avait été anticipé en réponse au rejet de gaz à effet de serre s'est réalisé. Donc le réchauffement, plus marqué au-dessus des continents que des océans, très fort près de l'Arctique, l'accumulation de chaleur en profondeur dans les océans, le recul de la banquise arctique, l'intensification des vagues de chaleur ou des pluies torrentielles. Alors justement, on peut peut-être faire un petit point là sur le réchauffement climatique, où on en est, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait peut-être pas. Où est-ce qu'on en est, Valérie Masson-Delmotte ? Alors j'ai combien de temps pour répondre à cette vaste question ? On va essayer de faire rapide, juste un petit rappel. Donc en fait, concrètement, comment ça marche le changement climatique ? Nous ajoutons des gaz à effet de serre, une piège de la chaleur qui ne peut plus partir sous forme de rayonnement infrarouge vers l'espace. Ça entraîne une accumulation d'énergie dans le système climatique. C'est responsable d'un réchauffement des basses couches de l'atmosphère, y compris à la surface des continents, un réchauffement des océans, une fonte des glaces, de la neige, un dégel des sols gelés, et un réchauffement également des sols. Le plus gros de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le système climatique rentre dans les océans. Ils en ont absorbé à peu près 93%.
Il y a plusieurs indicateurs possibles de l'état du climat. Le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est la cause du réchauffement. La quantité de chaleur dans les océans, c'est le meilleur indicateur. Ça augmente régulièrement. Et puis, souvent, ce qu'on prend pour réduire le climat à un chiffre, c'est le réchauffement à la surface des continents et des océans. C'est pertinent pour nous, habitants de la surface, pour beaucoup d'écosystèmes dont nous dépendons. Et donc ce réchauffement entre, en gros, la période 1850-1900 et aujourd'hui, si on le prend par rapport à l'influence de l'homme sur le climat, il atteint environ 1 degré. Donc la réponse déjà effectuée à notre perturbation est la réponse inéluctable. À 20% près, nous en sommes responsables de l'intégralité de ce réchauffement. Donc c'est une tendance qui est très nette, qui est hétérogène selon les régions. Ça s'accompagne de changements dans la répartition des pluies. Donc les régions froides, c'est plutôt plus doux, plus humide. Les régions de climat méditerranéen, c'est plus chaud, plus sec. Ça s'accompagne d'une intensification des vagues de chaleur. Dans certaines régions, une augmentation des pluies torrentielles. Une montée du niveau des mers parce que les océans, en se réchauffant, se dilatent. Et parce que l'eau qui était stockée sous forme de glace sur les continents rejoint les océans. Voilà, donc ça fait partie d'un ensemble de caractéristiques qui permettent de décrire la perturbation extrêmement profonde que nous exerçons sur le climat. Et la cause du réchauffement, c'est donc nos rejets de gaz à effet de serre, au premier lieu desquels les rejets de dioxyde de carbone. C'est dû à l'utilisation des énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, à la déforestation. Ça augmente régulièrement. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation de la teneur en méthane dans l'atmosphère. Ça va être dû en particulier à des processus d'élevage, des processus liés aux activités agricoles, puis des fuites de gaz ou dans les mines de charbon. Ça augmente régulièrement. Si on regarde la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle est 40% plus élevée que pendant les périodes pré-industrielles. On est complètement sorti de la gamme des derniers 800 000 ans pour lesquels on a des enregistrements directs dans les glaces polaires. La dernière fois qu'on avait une telle concentration dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années, une période qu'on appelle le Pliocène. Et on sait en fait en regardant cette période-là géologique que sur le long terme, c'est un réchauffement important et une fonte des glaces importante, une montée du niveau des mers importante. Alors là, cet automne, le GIEC a publié un rapport intermédiaire sur un monde à plus 1,5 degré. Pourquoi ce rapport et quelles en sont les conclusions ? C'est un rapport qui nous a été demandé au moment de la COP21. Donc le GIEC prépare des rapports complets de chaque groupe de travail et des rapports spéciaux. Ces rapports spéciaux répondent à des sollicitations en fait de la communauté scientifique ou des demandes des gouvernements. Donc là, c'est la première fois en fait que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique fait explicitement une invitation au GIEC au moment de la COP21. Parce qu'une centaine de pays considéraient à l'époque que l'objectif de l'accord de Paris, contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, n'était pas suffisant pour éviter des conséquences dangereuses. Et aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de connaissances scientifiques sur ce que un objectif plus ambitieux, 1,5 degré par rapport à 2 degrés, permettrait d'éviter en termes de risques, ni sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. En fait, est-ce que c'était encore faisable ? Ça fait partie de la question initiale. Et alors, est-ce que c'est encore faisable ? Donc on a engagé la préparation de ce rapport. Donc les gouvernements au sein du GIEC en session plénière ont accepté l'invitation. Le rapport a été préparé en passant en revue 6000 publications scientifiques, les 3/4 récentes. Donc, en fait, il y a eu une réponse enthousiaste de la communauté scientifique à cette invitation, à la fois pour produire des connaissances nouvelles spécifiques à cette question-là. Qu'est-ce que ça change un demi-degré en fait ? Et également, il y a eu également une réponse enthousiaste pour rédiger ce rapport. Donc une grosse pression pour la sélection des auteurs et pour le relire. Il a bénéficié de 42 000 commentaires de relecture de plus de 1000 experts et experts nommés par les gouvernements. Donc ça, c'était pour montrer en fait ce qui est invisible en fait derrière un rapport du GIEC, c'est-à-dire des connaissances nouvelles, des gens qui les passent en revue, et puis le processus de relecture critique qui est essentiel pour faire quelque chose qui soit le plus objectif possible, le plus factuel possible, voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement habituel du GIEC. Tout à fait. Mais là, dans un temps très court. C'était vraiment une particularité et en réponse à une commande politique finalement. Et moi, je résume le rapport en 3 points. Donc ça, c'est ma tentative de résumer grand public. Donc chaque demi-degré compte. Ça a même surpris la communauté scientifique de voir à quel point un monde 1,5 degré plus chaud est différent du monde actuel, et un monde 2 degrés plus chaud est différent d'un monde 1,5 degré plus chaud. En termes de climat régional, en termes d'événements extrêmes, en termes de risques, des risques pour des éléments clés du bien-être humain, l'accès à l'eau, les rendements agricoles, les ressources en pêche, les aléas liés aux événements extrêmes, des aspects liés à l'activité économique. Donc c'est vraiment un résultat qui a été surprenant à quel point c'est très différent en termes de risques.
Et il y a des clairs bénéfices, en fait, à contenir le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés en termes de développement humain. Le deuxième point, c'est que chaque année compte. Donc c'est pas infaisable, théoriquement, de contenir le réchauffement à 1,5 degré, mais ça demanderait en fait des transitions extrêmement rapides à une échelle sans précédent historique. Ça impliquerait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone, au lieu d'augmenter année après année, soient divisées par 2 entre maintenant et 2030, et qu'on aille vers le net zéro émission de dioxyde de carbone à horizon 2050. Donc c'est une sortie en fait très rapide des énergies fossiles, en commençant par éliminer rapidement le charbon, donc arrêter les investissements vers le charbon, et puis graduellement arrêter les centrales à charbon. C'est pas ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. C'est également une baisse de la consommation de pétrole, qui démarrerait à horizon entre maintenant et 2030, lentement. Des choses plus hétérogènes pour le gaz, plusieurs scénarios possibles. Une modification de tous les grands systèmes, donc j'ai parlé des systèmes énergétiques parce que c'est une condition sine qua non, mais aussi la gestion des terres, la gestion des forêts, l'agriculture et les pratiques alimentaires. Donc pour aller vers une agriculture qui aujourd'hui contribue au rejet de gaz à effet de serre, vers une gestion des terres qui permette à l'inverse d'extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère et de le stocker dans les écosystèmes, les sols agricoles. Donc vraiment un changement très profond. Des changements dans les systèmes urbains, on est dans un mouvement sans précédent d'urbanisation. Les villes peuvent être porteuses d'un ensemble de solutions extrêmement importantes pour l'efficacité énergétique, les transports, et permettant de réduire les rejets de gaz à effet de serre, tout en améliorant la qualité de l'air, ce qui est un point important des bénéfices liés à ce type de transition. Des transitions également extrêmement importantes, bien sûr, pour l'industrie et pour les infrastructures dans tous les grands systèmes de la société, mais aussi au niveau des choix de mode de vie. Ça demanderait de transformer profondément nos modes de vie, en particulier dans les pays développés, en agissant sur notre demande en énergie, notre demande en matériaux non renouvelables, notre demande en produits alimentaires, en particulier en produits animaux. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Et pour ça, chaque année compte. C'est-à-dire qu'on a une petite fenêtre d'opportunité. Si on agit tous vraiment volontairement très vite, on pourrait contenir le réchauffement à 1,5 degré. Si on ne le fait pas, si on laisse filer, si on attend, inéluctablement, le réchauffement va se poursuivre, dépasser 1,5 degré, voire accélérer. Et puis, si on voulait revenir en arrière, par la suite, en se rendant compte de la perte irréversible d'écosystèmes ou des crises pour les sociétés les plus fragiles, ça impliquerait de recourir à des choses très risquées, puisqu'en fait, une fois qu'on a dépassé un certain niveau de réchauffement, la seule manière de revenir en arrière serait, par exemple, d'éliminer à très grande échelle le dioxyde de carbone de l'atmosphère, par exemple en utilisant à grande échelle l'énergie de la biomasse avec du captage et du stockage. Et on sait que c'est risqué. On sait que c'est risqué pour la protection de la biodiversité tropicale, le risque d'accaparement de terre ou pour la sécurité alimentaire si c'est mal fait. En plus, c'est pas prouvé aujourd'hui. Alors, 1,5. Oui. Et le dernier point, le point qui est le plus important, je pense, dans ce rapport, c'est à quel point chaque choix compte. Donc, chaque demi-degré compte. C'est des mondes très différents. Chaque année compte. Et si on n'agit pas, on ferme la possibilité de contenir le réchauffement à un niveau bas. Et chaque choix compte. Et notre rapport, il est vraiment intéressant parce que en session plénière, les gouvernements, quand ils ont décidé d'accepter l'invitation de la COP21, ils l'ont inscrit non pas uniquement dans l'angle climat, mais dans le contexte du développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté. C'est le premier objectif du développement durable. À l'époque, c'était le délégué américain, d'ailleurs, qui avait proposé cet élargissement du périmètre pour contenir les craintes de l'Arabie saoudite sur les implications de ce rapport. Et donc, chaque choix compte. Pourquoi ? Parce que il est possible de construire des transitions qui soient éthiques et justes. C'est ce que nous montrons. En particulier en mettant en premier l'attention sur les plus vulnérables. Les plus vulnérables par rapport aux risques climatiques, dans les sociétés humaines ou dans les milieux naturels, pour les protéger le plus possible. Et les plus vulnérables par rapport aux choix politiques. Donc construire des stratégies d'adaptation qui protègent les plus vulnérables, pas uniquement les intérêts les plus importants. Construire des stratégies d'atténuation qui protègent les plus vulnérables, des politiques mises en place pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, et ça a été une surprise, ces transitions importantes, sans précédent, elles peuvent aller de pair avec la poursuite du développement au sens l'amélioration du bien-être de tous, si c'est bien pensé dans chaque contexte, mais ça ne peut être fait qu'en agissant sur la demande, ce que je disais tout à l'heure, donc une forme de sobriété, parce que c'est ça qui permet d'avoir des systèmes énergétiques ou agricoles plus petits, plus faciles à transformer. Et je pense que ce sont vraiment des points nouveaux qui apparaissent à cette intersection entre
les réponses au changement climatique, mais aussi toutes les autres dimensions des objectifs du développement durable. Amy Dahan, vous voulez réagir? Je vous ai vu prendre quelques notes. Non, c'est très difficile de réagir à cette analyse du contexte. C'est-à-dire que l'effort que fait le GIEC, et en particulier les scientifiques du climat, est absolument énorme. Il a été énorme pendant 30 ans. Je crois qu'on n'a jamais vu une communauté scientifique se mobiliser à ce point avec une éthique professionnelle portée ainsi. Et évidemment, on est un peu écrasé par, je dirais, l'écart entre d'un côté cette observation qu'on ne peut que saluer, et puis l'inertie politique globale qu'on observe depuis 30 ans, malgré des petites choses, et bien sûr l'accord de Paris il y a 3 ans, puisque globalement quand même en 30 ans les émissions ont beaucoup augmenté, elles ont même explosé dans certaines régions du monde, etc. Bon, ça, on le sait, hein. Et le changement climatique, c'est énormément aggravé, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on, dans cette course de vitesse entre l'action, le contenir le dérèglement et puis la dégradation, il s'est passé des petites choses du point de vue de la prise de conscience. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une montée de la prise de conscience internationale. Il y a eu. Maintenant, c'est un problème qui est relativement identifié, connu, même si on ne l'a pas pris en main. Mais voilà. Alors que fin 88 ou dans les années 90, c'était pas encore le cas. Et on peut dire que des énormes... ce qu'on appelle maintenant le climato-scepticisme, même s'il n'était pas explicite, il était latent et très largement répandu. Maintenant, il est moins revendiqué, il n'est pas revendiqué, de moins en moins. Il y a eu bien sûr le contexte géopolitique récent qui est très inquiétant quand même, très inquiétant. C'est-à-dire, c'est bien que Trump veut se retirer de l'accord de Paris, même si il l'a pas encore fait pour des raisons un peu de procédure. On sait aussi qu'à la dernière COP, 3 ans après la COP de Paris en Pologne, et après ce rapport incroyable qu'ont réussi à faire les scientifiques en moins de 3 ans, parce que c'est quand même, comme le dit Valérie, c'est un effort énorme de boulot. On ne peut qu'être extrêmement admiratif. Voilà, le nombre de gens mobilisés, les commentaires, le sérieux, etc. Ce rapport, il est remis aux politiques, ils l'ont demandé, il est remis, et 4 pays, et pas des moindres, énormes, refuse de l'accueillir favorablement et d'en faire état, et ça va, c'est repris et c'est repoussé à l'année d'après. Donc voilà, je suis un petit peu dans évidemment, étant donné ma position, je suis obligé de signaler ça, parce que on peut pas se contenter de dire c'est formidable, ce rapport apporte énormément de connaissances. C'est vrai, tout ça est totalement vrai, mais étant donné que je suis ailleurs, moi je souligne ce schisme-là avec l'attitude des politiques, l'inertie et la difficulté. Bon, maintenant, peut-être qu'on va rentrer plus dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, etc. Et comment ça se passe, et que dit le rapport des 1,5 degrés et que ne dit pas, etc. Valérie Masson-Delmotte, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, 2 points. Le premier, c'est que ce rapport, il n'a pas été écrit par des physiciens du climat. Il a été écrit et préparé à travers les 3 groupes de travail du GIEC, c'est nouveau. Et je pense que sa profondeur vient en particulier du fait que dans chaque chapitre, on a mis ensemble des chercheurs de disciplines différentes, avec une forte contribution des sciences humaines et sociales, sans précédent par rapport au rapport précédent. Par exemple, la contribution des géographes pour l'analyse des risques, la contribution des sciences sociales pour réfléchir pas uniquement aux transitions, mais aux transformations profondes de la société qui sont impliquées en fait par un climat qui change et par la réponse pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas. Et ensuite, donc, le rapport a été approuvé par tous les gouvernements en session plénière du GIEC au bout d'une séance marathon de 100 heures.
Je vous cache pas que ça a été difficile, en particulier parce que c'est un constat qui peut déranger. Et il dérange par rapport au fossé entre ce qu'il faudrait faire pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas et les promesses mises sur la table par les États dans le cadre de l'accord de Paris. Et alors il dérange qui sont largement insuffisantes. Et au moment de la COP 24, donc quand le rapport a été présenté, étant déjà approuvé par tous les gouvernements, moi je dis qu'il était tellement stimulant que certains n'ont pas trouvé les mots pour l'accueillir. C'était donc les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et le Koweït qui ont tous en commun d'avoir une économie qui est très dépendante de l'exportation des énergies fossiles. Alors, évidemment, vous parliez il y a un instant de l'inertie politique. Alors, pour illustrer ce que vous venez de dire, je vais vous proposer dans un instant d'écouter un extrait d'une présentation que Valérie Masson-Delmotte vous avez faite devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat en octobre 2018. Il s'agit d'une réponse du sénateur Rémy Pointereau du groupe Les Républicains. Moi, je voudrais remercier Madame Valérie Masson pour son exposé qu'on connaissait, qui date déjà depuis quelques années. On est bien sûr conscient de la problématique, mais comme le disait mon collègue, on est un peu impuissant par rapport à tout cela. Moi, la première question que je voulais savoir, c'est pourquoi, d'un seul coup, il y a une accélération de l'alarmisme en quelques semaines. Il y a bien la raison exacte. Bon, bien sûr, il y a le problème international. On voit que les États-Unis sont loin de cette démarche. Et bien d'autres pays d'ailleurs. Alors, par rapport à nous, qui sommes quand même, on n'a pas de leçon à recevoir, je veux dire, de beaucoup de pays par rapport à ce que nous faisons dans notre pays. On est quand même plus vertueux que beaucoup de pays, dans beaucoup de domaines. Et moi, je voudrais savoir quelles actions choc que vous préconisez, si on n'a pas une action collective et internationale, et tout le monde l'a dit et redit autour de la table, comment voulez-vous qu'on avance? Parce qu'il y a la réalité économique. Alors là, on a un peu tout. On a un sentiment d'impuissance, on a la question de l'augmentation de l'alarmisme, pas de leçons à recevoir. Il y a la réalité économique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Émy Dahan. C'est typique de la classe politique qui pour le moment ne veut pas véritablement placer cet enjeu de façon globale et profonde. Je crois que c'est ça la question. On voit bien, après l'intervention de Valérie, etc., qu'il s'agit d'une transformation totale. Cette transformation, c'est-à-dire une transformation à la fois matérielle et aussi des modes de vie, des relations sociales, etc. Je crois, moi, on parle quelquefois dans les sciences sociales de grande transformation par analogie avec ce que Polanyi avait appelé la grande transformation de la révolution industrielle qui a commencé au XIXe siècle. Bon, on voit bien que le monde en a été totalement transformé. Et là, on est devant ça. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, je ne crois pas que ce soit possible qu'en 15 ans, nous fassions cette transformation, quand on voit les inerties politiques et la difficulté de prendre en main le problème globalement. Donc c'est en cela que maintenant, d'autre part, il y a aussi un élément que vous n'avez pas souligné, c'est cette idée que la France c'est petit, c'est 1%, et donc qu'est-ce que... Mais évidemment, la question est d'agir à tous les niveaux, et c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas simplement au niveau international, c'est à toutes les échelles, dans les nations, dans les régions, dans les villes, partout. Et c'est aussi cela, d'ailleurs, que suggère le rapport à 1,5 degré du GIEC. Ça, c'est très bien. Mais il y a quand même, c'est vrai, d'énormes puissances émergentes, etc., qui concernent des milliards d'habitants et qui doivent aussi prendre les choses. Donc, ce n'est pas pour se défausser, mais il faut quand même identifier les autres problèmes. Alors, en France, on a bien vu avec la crise des Gilets jaunes que le pays est relativement fracturé, ou en tout cas divisé sur ces enjeux-là, et que le politique n'a pas décidé d'essayer d'unir la population en présentant une vision cohérente de ce qui pourrait être une transition juste. Parce que ce n'est pas si simple que cela.
de faire une transition juste socialement, etc., en particulier dans des parties du monde qui sont, on sait bien qu'il y a les contraintes financières, du protectionnisme, du non-protectionnisme, du commerce international, etc. Donc moi je crois que l'Europe, par exemple, pourrait être un acteur majeur pour engager cette action dans les mois et très rapidement, et ça pourrait, par exemple après les élections européennes, s'il y avait suffisamment de forces politiques qui le voulaient, hein, bien sûr, ce qui n'est pas pour le moment très perceptible, mais c'est cela. Mais on voit bien que les États-Unis aujourd'hui freinent des cas de fer. On voit bien que dans d'autres régions du monde, comme la Russie, etc., il y a des intérêts liés aux énergies fossiles, au commerce maritime dans l'Arctique, aux routes maritimes dans l'Arctique possibles, etc. Chacun y voit des intérêts. Le changement climatique, c'est pas la catastrophe pour tout le monde aujourd'hui. C'est ça le problème. Valérie Masson-Delmotte, quand vous faites face à ce genre de réaction de sénateurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Je pense qu'ils reflètent une partie de la société, en particulier de leurs électeurs et de leur âge, probablement. Donc, ce que j'entendais, moi, c'était l'expression de gens qui sont aux manettes depuis longtemps, puisque c'est le propre d'un sénateur, en général, l'expression de leur impuissance, ce qui est assez troublant, puisque finalement, ils sont rémunérés par l'argent public pour gouverner pour le bien commun. J'entendais aussi un déni de responsabilité, puisque finalement des choix qui ont été faits depuis une trentaine d'années ont conduit à ce que les émissions de gaz à effet de serre de la France, prenons l'exemple de la France, aujourd'hui ne baissent plus. Elles ne baissent plus parce qu'on est en retard sur l'isolation des logements, elles ne baissent plus dans le secteur agricole, elles ne baissent plus parce que les consommations par rapport au transport augmentent, parce qu'il y a eu des choix d'aménagement du territoire qui obligent les gens parfois à prendre leur voiture sans autre alternative entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc moi j'ai entendu l'impuissance, le déni de responsabilité, des choses liées à l'indifférence et le fatalisme. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que à cette audition, moi j'ai essayé d'expliquer les choses clairement, de leur montrer qu'il n'y avait pas un alarmisme qui avait émergé récemment, qu'il était là depuis longtemps, mais que peut-être ils ne l'avaient pas écouté. Ce qui m'a frappé après, c'est que cette audition au Sénat, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes autour de moi, mes filles, l'ont reçue à plusieurs reprises. Et le message qui circulait sur les réseaux étudiants, c'est pas le climat qu'il faut changer, c'est les sénateurs. Et oui, on a l'impression, malheureusement, qu'il faudrait presque que les catastrophes climatiques se multiplient, que les changements soient encore plus marqués, que réellement les vies soient vraiment impactées pour que l'inertie politique cesse. En fait, c'est déjà le cas. Il y a une réalité de ce réchauffement climatique. Vous disiez tout à l'heure le déni, le climato-scepticisme, même si j'aime pas ce mot, parce que moi je suis chercheuse, donc sceptique. Mais c'est quelque chose qui s'estomper un peu dans son expression publique. Il y a la réalité du réchauffement climatique et ses effets qui sont là et partout. Et les agriculteurs, par exemple, sont les premiers à s'en apercevoir. Donc il y a cette prise de conscience, je pense, mais il y a cette vraie difficulté parce que dans la manière de gérer les risques, souvent on a tendance à mettre l'accent sur la réaction à un risque urgent immédiat. Et la question du changement climatique, c'est agir fort aujourd'hui pour éviter des risques graduels, chroniques, demain. Et ça pose vraiment des questions profondes. Il y a peu de retours d'expérience sur des situations similaires. On a une situation qui est identique par rapport à l'effondrement de la biodiversité. C'est pas perçu comme un risque, c'est une tendance lourde. Et il faudrait des actions délibérées, souvent cohérentes par rapport à l'action climat, pour infléchir ces tendances-là. Juste une question. EMI Dahan, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le changement climatique, c'est pas la catastrophe pour tout le monde. Et à qui profite le changement climatique ? Déjà, en tant que tel, potentiellement, par exemple, s'il y a véritablement la fonte des glaces qui s'élargit, qui devient irréversible, eh bien les routes de l'Arctique, ce sont des routes maritimes qui peuvent être des routes commerciales pour la Russie, qui pourraient effectivement être beaucoup plus courtes pour atteindre certains pays, et la Russie a déjà très vite récemment, quand il y a eu pendant quelques semaines des routes qui s'étaient ouvertes, eh bien elle a tout de suite fait circuler des bateaux pour aller vers le Japon par les routes du pôle Nord. Donc je prends cet exemple. Maintenant il est certain que il y a des inégalités par rapport à la question du changement climatique. Il y a des
îles qui vont être submergées. Il y a des pays pauvres comme le Bangladesh qui vont perdre une partie de leur territoire. On parle de milliers de centaines de milliers de kilomètres carrés qui seraient perdus pour un certain nombre de pays dans les régions asiatiques. On sait aussi qu'en Afrique, par exemple, l'assèchement des sols, etc., les questions de mousson auront voilà, tout ça, c'est les perdants. Mais il y a aujourd'hui, même les pays pétroliers, on voit bien qu'ils ne sont pas, ils ont toujours été dans l'obstruction, le ralentissement, etc., depuis des années et des années. Voilà, on ne peut que le constater. Et donc, il y a eu, si vous voulez, le cadrage du problème. Je pense qu'il pose, de la façon dont internationalement il s'est construit, il a beaucoup de défauts. C'est-à-dire, c'est cette idée que nous sommes tous unis et nous sauvons la Terre, mais la planète, etc. On n'est jamais tous unis. C'est-à-dire, il y a des intérêts, et ça, la géopolitique le montre tous les jours. Et donc, si on les nie totalement, eh bien, ça ne peut pas marcher, et ça ne marche pas. Valérie Masson-Delmotte. Alors, notre rapport, il est intéressant parce que sur chaque grande transformation, transition de système, il examine les options d'adaptation. C'est important de penser aussi ça, s'adapter à un climat qui va continuer à changer, et les options d'atténuation. Et il les analyse avec 6 dimensions de faisabilité. Il y a une dimension géophysique, côté climat en fait, ressources, environnementale autre, par exemple les intersections avec la biodiversité ou l'eau, d'autres dimensions, des aspects technologiques, des aspects socioculturels, des aspects économiques et des aspects institutionnels. Et il montre en fait tout ce qui est possible de déployer et où sont les freins. Donc où est-ce qu'on peut agir aujourd'hui avec des choses faciles à mettre en œuvre et puis les leviers à actionner, en particulier du côté institutionnel pour le déploiement des solutions. Et moi je lis le contexte actuel d'une autre manière. Je le lis comme, vous disiez qui a intérêt au réchauffement climatique, moi je dirais qui a intérêt à l'inertie. Ceux qui ont intérêt à l'inertie, ce sont ceux qui ont investi des sommes énormes dans l'exploitation des énergies fossiles, ou par exemple dans un patrimoine immobilier au bord de mer exposé au risque de submersion. Et donc regarder la réalité des risques climatiques, ça oblige à désinvestir à la fois de ces énergies fossiles qui sont responsables du problème et de ce patrimoine immobilier dont la valeur va s'effondrer à mesure que le niveau de la mer va continuer à monter, qui devient non plus assurable. C'est par exemple le cas pour Miami en Floride. Et donc ce sont ces acteurs-là qui freinent des 4 fers partout parce qu'ils ne sont pas capables, par exemple, de revoir leur business model et de sorte à être porteurs de solutions. Donc on est en fait entré dans le dur, dans une phase que moi je vois comme une phase de conflit majeur entre ceux qui se préparent, qui sont porteurs de solutions de transition. On le voit partout dans le monde en fait, on le voit dans beaucoup d'entreprises. Et puis une petite partie, mais qui est soutenue par des investissements importants, qui a tout à perdre de transition rapide. They came in the night and they came in the day. They came till they took it all away. And all they left was a barren ground. No life can be found. Didn't give a reason and they didn't say why. Millions of trees had to die. In the name of progress was all they'd say. Step aside and get out of our way. What I wanna know is where we gonna go when the rain don't make our garden grow and the soil's too dry for our seeds to sow. How long till we learn? You play with fire and you're sure to burn. A one-way ticket with no return. Cause where we gonna go? Well, I don't know. They tell us technology's a wonderful thing. Stop to mention the destruction it brings.
One step forward and 2 steps back. Go from the light and into the black. They feed us with lies and they treat us like fools. Don't stop to realize it's a game we all lose. On the road to self-destruction with every step we take. The ship's sinking fast and no escape. À l'écoute de Recherche en cours, nous recevons ce matin Valérie Masson-Delmotte et Ami Dahan. Alors on parlait de l'importance des travaux du GIEC et du fait que le GIEC a permis de favoriser la prise de conscience à propos des enjeux climatiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de produire beaucoup de connaissances pour pouvoir agir? Ou est-ce qu'on peut déjà agir? Ami Dahan. Je crois qu'on peut déjà agir, ça c'est sûr. On peut déjà agir. Le temps est d'ailleurs à l'action. En principe, après l'accord, et étant donné aussi l'ensemble des connaissances que nous avons, etc., on peut agir. Si on veut agir, on peut agir. Je crois que effectivement, la question majeure aujourd'hui, au niveau des connaissances, mais bien sûr Valérie le dira beaucoup mieux que moi, il touche à des questions d'adaptation, parce que de toute façon il va falloir s'adapter. Et la dégradation d'un certain nombre d'écosystèmes, etc., est importante, et il faut savoir comment le faire. Maintenant, sur les questions aussi, je crois qu'il y a eu un certain nombre, je dirais pas d'illusions, mais il y a toujours une illusion constante qui consiste à penser qu'on aura soit des solutions technologiques à la chose, soit des solutions technologiques mais liées aussi à la manipulation de la nature, parce que c'est quand même une constante de la civilisation occidentale de penser cela depuis des siècles et des siècles. Donc par exemple tout ce qui a été et qui était quand même un petit peu dans certains rapports du GIEC depuis 15 ans, c'est-à-dire c'est l'idée, bon, les forêts c'est très important, mais penser qu'on va pouvoir faire de la bioénergie, etc., et absorber le carbone, etc. C'est une idée qui a couru quand même dans les COP un peu, et qui était dans certains scénarios, et qui a une importance, à mon avis, absolument, d'ailleurs le GIEC le dit, démesurée. On ne peut pas penser qu'on va résoudre le problème comme ça, parce que ça a ses limites. Bon, et ça, c'est très important. Je crois que des connaissances là-dessus alimentent et aussi rabaissent ces illusions et montrent quelles sont les marges de manœuvre que l'on a, et elles sont quand même assez réduites de ce point de vue-là. Valérie Masson-Delmotte. Alors nous, ce qu'on entend, c'est un besoin de connaissances pour mieux éclairer l'évolution du climat régional, mieux savoir à quoi s'attendre, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, typiquement. Donc il y a vraiment un besoin de ce côté-là. Par exemple, la question de la montée du niveau des mers, de l'intersection avec les tempêtes et des risques côtiers, il y a besoin d'une information scientifique précise pour éclairer, même si l'incertitude est importante, des stratégies à long terme de gestion de risque. Il y a une attente très forte donc d'informations autour des thématiques qui touchent aux océans et à la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés. C'est pour ça qu'on prépare un deuxième rapport spécial sur cette thématique qui va toucher aux régions de haute montagne. D'ailleurs, il y a une évaluation récente qui vient d'être publiée sur la région de l'Himalaya et du Hindu-Kush. Donc c'est une sorte de château d'eau pour 2 milliards d'humains. C'est une région avec des enjeux de gouvernance transfrontalière, par exemple pour l'eau, qui sont importantes. Ça fait partie des éléments qui vont être évalués dans ce rapport. Donc la haute montagne, les régions polaires, avec leurs conséquences et leur interaction avec ce qui se passe ici. Et puis le littoral avec la montée du niveau des mers, mais aussi les écosystèmes marins et la gestion de risques associés. Ou sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Donc de la même manière, on prépare un rapport spécial parce qu'on a besoin de connaissances sur les thématiques qui touchent à la désertification, la dégradation des terres, la sécurité alimentaire, mais plus largement les systèmes alimentaires, comment ils sont, quels sont les risques, qu'est-ce que ça peut être une gestion durable des terres pour améliorer en fait la nutrition humaine, mais aussi la préservation de la biodiversité. Donc c'est des questions qu'on nous pose, pour lesquelles on nous demande de préparer des rapports, parce qu'il y a un foisonnement de connaissances, mais il y a toute la question qui se pose de la gouvernance en fait, de comment on peut mettre en œuvre ces choses-là. Par rapport à ce que disait Ami aussi, il y a un besoin d'information scientifique sur toutes les solutions qui sont basées sur la nature, non pas faire contre,
en détruisant, mais faire avec. Donc la préservation des écosystèmes, la restauration des écosystèmes dégradés, et ce qu'ils peuvent permettre de faire en termes de stockage de carbone, mais aussi en termes d'adaptation locale en fait, par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. La semaine dernière, par exemple, il y avait la journée mondiale des zones humides. Ça fait partie des zones qui rendent des services importants, qui stockent de l'eau dans les périodes sèches, qui permettent d'amortir par l'effet éponge l'excès d'eau lors d'épisodes de pluie torrentielle, pour donner un exemple parmi beaucoup d'autres. Et donc la question qu'on nous pose, en fait, c'est d'arrêter de fournir une information en silo où on a le climat d'un côté, et d'intégrer de plus en plus sur les enjeux, par exemple, climat, biodiversité, d'intégrer de plus en plus sur les enjeux climat-développement. Et le développement, c'est vraiment au sens du bien-être humain. Et le fait que les Nations Unies aient formalisé 17 objectifs du développement durable, le premier qui porte sur la pauvreté, le deuxième, la faim, etc., c'est aussi une grille d'analyse pour évaluer sur chaque option d'action quels sont les bénéfices annexes dans d'autres dimensions, quels sont les risques d'effets indésirables. Et je pense que c'est une grille d'analyse qui manque en fait pour éclairer des choix au niveau local, au niveau régional ou au niveau national ou international. Donc on a bien compris, il y a encore un très net besoin de connaissances, de nouvelles connaissances, de nouveaux types de connaissances. Sur les solutions un petit peu technophiles que vous évoquiez, Hamidahan, la géo-ingénierie, quelle est la position du GIEC sur ce type de... D'abord, ce que je veux dire, c'est que les solutions technologiques qui sont déployables aujourd'hui, elles portent sur de l'efficacité énergétique. Il y a une rupture qu'on peut appeler disruptive sur le prix des énergies renouvelables. Le coût, en fait, de l'électricité produite sur le photovoltaïque ou l'éolien offshore, c'est une vraie révolution, en fait, dans le paysage de l'énergie. La capacité de stockage avec les batteries. Et on a besoin de ruptures similaires sur les transports, pour l'électrification des transports, ou les performances du bâtiment, depuis la construction jusqu'à la déconstruction du bâtiment. C'est juste pour dire que, en fait, les solutions au changement climatique, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont là. L'enjeu, c'est d'accélérer leur déploiement dans le monde entier, en fait, en particulier là où il y a un besoin d'accès basique à l'énergie. Donc je veux le dire parce qu'on n'en parle pas assez, et c'est important de souligner que c'est cette technologie-là dont on parle. La question que vous posiez, c'est celle de la manipulation délibérée du climat ou de la géo-ingénierie. Nous, on a choisi de l'aborder. Je vais expliquer pourquoi. Quelle est l'instance internationale qui évalue les connaissances vis-à-vis de la manipulation, par exemple, du rayonnement solaire? Est-ce qu'il y en a une? Non. Nous, on a un modèle de fonctionnement où on passe en revue, à travers différentes disciplines scientifiques, la littérature, et on a une méthode, en fait, de relecture critique large qui permet de faire en sorte que notre évaluation elle soit la plus rigoureuse et la plus objective possible. Parce que c'est fait dans un cadre international, parce que c'est transparent, en fait, tout ce procédure de relecture. Donc on a revendiqué et choisi le fait de fournir une évaluation sur ces enjeux. On l'a fait sur la question des émissions négatives, dans le rapport sur 1,5 degré, en évaluant le potentiel, les implications, les risques. On a un encadré dans le rapport sur 1,5 degré sur la manipulation du rayonnement solaire, qu'on appelle modification du rayonnement solaire, parce que c'est pas une gestion, c'est quelque chose qui est purement à l'état théorique. Il y a des incertitudes importantes qui restent associées à tout type de perturbations de ce type-là. Il y a des enjeux éthiques majeurs, des enjeux de gouvernance. Donc c'est l'encadré de notre rapport qui a eu le plus de commentaires contrastés à la relecture, très contrastés en fait. Je pense qu'on a réussi à faire un travail qui soit le plus factuel et rigoureux possible sur cette question difficile. Hamidahan, je suppose que sur la gouvernance de la géo-ingénierie, il y aurait beaucoup à dire aussi. Ah oui, ça évidemment, il y a beaucoup à dire. Il faut voir aussi les limites, si vous voulez, du problème, aussi de cette façon de faire, parce que bien sûr le GIEC recense les travaux de la littérature scientifique, mais dans certains domaines, il y a très peu de travaux. Donc en fait, c'est un certain nombre de gens qui sont les lobbyistes d'un problème qui publient là-dessus. Et donc voilà, on recense finalement les lobbyistes de ce problème. Alors je pense que Valérie a eu raison de souligner que l'encadré a eu beaucoup de commentaires et que finalement il est très prudent et il dit beaucoup de choses. Mais c'est un danger. C'est un danger, il faut le dire. Et c'est pas simplement sur la question de la géo-ingénierie d'injection des particules dans la haute atmosphère. Pour d'autres questions aussi, la question se pose. C'est-à-dire que, y compris, moi je dois le dire, les économistes du GIEC, je veux pas attaquer les économistes du GIEC, mais d'abord, les économistes du GIEC sont une très petite partie, malheureusement, de la communauté des économistes qui s'occupent d'économie mondiale. Et donc,
voilà, il y a une tendance un peu à l'endogénéité pour cette communauté, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs pour les autres, parce que alors on en vient à saluer par exemple un prix Nobel d'économie récemment cette année parce qu'il a parlé, il a pris en compte le changement climatique, mais en fait, quand on regarde son action, il a pris en compte le changement climatique pour contrer les climatologues qui menaient l'alerte depuis les années 80. Ce monsieur, Nordhaus, pour pas le nommer, eh bien, il a toujours trouvé que c'était trop, on menait l'alerte trop fort, que la taxe qui était préconisée dans les rapports pour l'Académie des sciences américaines des années 79, 83, 86 était trop élevée, qu'on allait s'adapter, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà. Donc, les économistes, par exemple, il y a une très petite partie des économistes qui s'occupent du changement climatique vraiment et qui le prend vraiment en main, et donc voilà. Et ceux-là, bien sûr, ils sont liés au GIEC, mais du coup, il y a aussi, il n'y a pas la masse énorme de la communauté scientifique comme pour d'autres disciplines. Valérie Masson-Delmotte, vous vouliez réagir ? Peut-être dire que donc sur ce à quoi faisait référence Ami, ça porte sur des outils qu'on appelle les modèles d'évaluation économique intégrés. Donc, effectivement, c'est une communauté relativement restreinte qui contribue à l'évaluation des rapports du GIEC, en particulier sur le groupe 3. Dans le rapport sur 1,5 degré, on a juste imposé une transparence qui n'existait pas avant. Donc toutes les trajectoires qui ont été évaluées dans ce rapport, il y en a plusieurs centaines, sont disponibles publiquement sur une base de données. Et on a été aussi très transparent sur les hypothèses sous-jacentes et par exemple les implications en matière de gestion des terres. 1, 2, 3, 4. Vous êtes sur LGR FM à l'écoute de Recherche en cours, émission consacrée au changement climatique. Ce matin, Marie-Catherine, vous allez traiter une autre facette du changement climatique, c'est la perception du changement climatique et de l'action. Oui, on l'a évoqué peut-être un petit peu en filigrane dans cet entretien, qui est la psychologie humaine contre le changement climatique. Même si c'est peut-être tout petit aspect de ce dont on a parlé. Notre civilisation, la planète, semble courir droit à la catastrophe. On l'a évoqué. Le changement climatique est déjà là. Augmentation du niveau des mers, perte de la biodiversité. Voilà qui devrait nous faire réagir individuellement, collectivement. Or, on l'a dit, il semble que nous soyons en fait incapables de réagir ou incapables de réagir suffisamment fort, suffisamment vite face à l'imminence de la catastrophe. Pourquoi ? Et surtout, comment faire pour provoquer enfin un changement notable des comportements ? Voilà des questions qui intéressent donc la psychologie contemporaine. Alors pourquoi cette apathie face au changement climatique ? À cette question, les réponses de la psychologie sont assez unanimes, bien que chacun de nous en ait connaissance. Comment ignorer en effet les articles de presse alarmistes, les alertes lancées par les scientifiques, les nombreux films et documentaires consacrés à la question ? Le problème du changement climatique reste encore trop lointain, trop abstrait, à croire que ces effets ne sont pas encore assez marqués. Beaucoup ne se sentent pas directement concernés, ou en tout cas se sentent impuissants. Difficile d'imaginer en effet que nos petites actions quotidiennes puissent avoir un impact sur un phénomène aussi global que le changement climatique. Voilà qui semble peut-être bien naïf pour certains, et il semble plus logique et plus facile, il faut bien le dire, de pointer du doigt la responsabilité des industriels, l'inaction des gouvernements. Et puis l'esprit humain est plutôt de nature égoïste. Il a tendance à privilégier des gains à court terme plutôt que d'accepter de faire des concessions pour d'hypothétiques gains à long terme. Savoir que consommer moins, mieux, éviter de prendre l'avion va contribuer à laisser une planète à peu près habitable à nos enfants dans 50 ans, ça ne marche pas vraiment. Surtout quand le voisin, lui, ne fait aucun effort semblable. Une étude publiée en juillet 2018 dans la revue Current Directions in Psychological Science, menée par Paul van Lange, professeur de psychologie à l'Université libre d'Amsterdam, décrit ainsi le changement climatique comme un dilemme social impliquant un conflit entre l'intérêt personnel immédiat et l'intérêt collectif à plus long terme. Pourtant, force est de constater que nous sommes dans le même bateau et que l'avenir de la planète est bel et bien l'affaire de tous. Mais du coup, qu'est-ce que la psychologie propose comme solution pour aider à la perception de ce changement climatique ? Alors effectivement, comment faire pour que chacun se sente concerné et s'engage pour un avenir durable ? Alors sur cette seconde question, les avis sont partagés.
Que faire? Jouer sur la peur? La stratégie peut être contre-productive car elle risque de créer à terme une lassitude de l'apocalypse, comme la nomme le psychologue et économiste norvégien Per Espen Stoknes, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je m'excuse, dans une conférence TED donnée en septembre 2017. Nous en serions d'ailleurs déjà victimes. Et le problème, c'est que la lassitude de l'apocalypse mène tout droit au syndrome de l'autruche. Alors quoi? Faut-il adopter l'attitude inverse, une attitude positive, exagérément optimiste et parler des millions d'emplois verts générés par le renouvelable, des bienfaits économiques d'un meilleur contrôle de sa consommation énergétique? Faut-il réenchanter le changement climatique en proposant des discours moins alarmistes, en racontant des histoires qui font rêver, qui suscitent l'engagement, la créativité et l'espoir? Le psychologue norvégien en est lui convaincu, mais cela suffira-t-il à combattre les égoïsmes, l'attrait pour les intérêts personnels de court terme? Sur cette question, un article paru dans le numéro de juin 2018 du National Geographic est éloquent. Dylan Selterman, qui enseigne la psychologie aux États-Unis à l'université du Maryland, il raconte une expérience qu'il mène depuis plusieurs années avec ses étudiants, une expérience qui résonne étrangement avec celle que chacun d'entre nous vit au quotidien avec la problématique du changement climatique. Depuis plusieurs années, donc, Dylan Selterman met ses étudiants face à un problème simple qui les implique tous, individuellement et collectivement. Aimeriez-vous avoir 2 ou 6 points supplémentaires sur votre dissertation de fin de semestre? Seul bémol, si plus de 10% des participants choisissent d'avoir 6 points de plus, aucun étudiant du cours n'a finalement de points supplémentaires. Ça marche bien pour les dissertations, mais pour le changement climatique. Eh bien, dans cette expérience, les points sont l'équivalent pour chacun de nous du carburant, de l'eau, des ressources naturelles, etc., qu'il s'agit de ne pas surexploiter. La solution la plus rationnelle, la plus cohérente, voudrait que chaque étudiant opte pour 2 points de plus, donc pour une certaine forme de sobriété, de façon à ce que tout le monde obtienne des points supplémentaires, l'équivalent d'un avenir durable. Et pourtant, quasi systématiquement, rapporte le psychologue, ces étudiants franchissent le seuil des 10%. C'est-à-dire que plus de 10% des participants choisissent quand même d'avoir 6 points de plus. Et finalement, l'ensemble de la classe est perdante puisque personne ne récolte 2 points. C'est l'équivalent de la surexploitation des ressources avec toutes les conséquences désastreuses que cela entraîne. Du moins, c'est ce que le psychologue a pu constater sur les 8 premières années de son expérimentation. Quasi toutes ces classes donc franchissaient ce fameux seuil des 10%. Or, en 2016, il a introduit une 3e option pour tenter d'améliorer la coopération entre ses étudiants, l'option 0 points. Désormais, les étudiants peuvent choisir entre obtenir 2, 6 ou 0 points supplémentaires. C'est quoi l'intérêt d'obtenir 0 points? Eh bien, pour chaque étudiant qui choisit l'option 0 points, un étudiant ayant choisi l'option 6 points perd l'intégralité de ses points. C'est donc une option de sacrifice qui vise à aider le groupe à ne pas franchir cette fameuse barre des 10%, et ça marche. Désormais, environ une classe sur 2 parvient à rester sous la barre des 10%, quand à peine une sur 20 y parvenait auparavant. Mais que quelques-uns se sacrifient pour la collectivité, voilà qui semble difficilement extrapolable à la problématique du changement climatique. En revanche, faire prendre conscience aux individus qu'à trop prendre, ils risquent de tout perdre, voilà qui pourrait peut-être les inciter à changer un peu leur comportement. Et là encore, les sciences psychologiques ont aujourd'hui des choses à dire sur la façon dont les scientifiques ou les décideurs politiques pourraient mieux communiquer pour faire passer le message, en adaptant par exemple les discours aux vulnérabilités locales, nous l'avons évoqué. Changement climatique, ce que la psychologie peut offrir en termes d'idées et de solutions, c'est d'ailleurs le titre de l'étude publiée en juillet dernier que j'évoquais tout à l'heure et que je vous invite à lire, d'autant qu'il est en accès libre. Merci Marie-Catherine, on mettra bien sûr la référence sur le site de Recherche en cours. Ami Dahan, Valérie Masson-Delmotte, peut-être une réaction sur ces expériences de psychologie, sur la perception de l'action sur le changement climatique? Moi je dirais que évidemment, toutes ces expériences, et c'est leur propre, prennent en compte l'individu, des actions individuelles, et le niveau individuel est évidemment important. Mais on voit bien aujourd'hui quand même que pour des masses énormes de population, le niveau individuel dépend des conditions structurelles du pays, c'est-à-dire de comment ils vivent, quelles sont leurs possibilités d'action, etc. Et les investissements, et les énergies, et comment est-ce qu'on construit des vies, etc. Ils en sont totalement dépossédés des marges, non pas de marge de manœuvre là-dedans. Ce n'est pas à eux, c'est aux États, c'est au pouvoir politique, aux dirigeants de ces pays que ceci revient. Donc on ne peut pas simplement être au niveau individuel. Bien sûr, la question des modes de vie et individuels est importante et elle est. On sait bien que la situation n'évoluera que si des sociétés civiles, etc., se mobilisent et mobilisent des individus, mais ce ne sera pas uniquement cela. Donc voilà. Valérie Masson-Delmotte.
En fait, c'est un point qui est important, ce point-là. En fait, quels sont les déterminants du passage, finalement, de la connaissance ou de l'information à l'action ? Il y a beaucoup de connaissances, en fait, vous en avez cité quelques-unes, mais d'autres sur des retours d'expérience, sur des populations relativement importantes dans différents pays. Donc, c'est des choses qui sont évaluées dans le rapport sur 1,5 degré. Donc, par exemple, la dissonance cognitive, c'est-à-dire je sais mais je change rien. Mais aussi la manière dont on peut jouer sur l'intelligence collective en rendant visible ce qui est invisible. Donc par exemple, quand vous achetez des biens, vous ne savez pas quelle est leur empreinte carbone. Quand vous achetez des produits alimentaires, vous ne savez pas. Donc rendre ça visible, il y a un potentiel énorme, simplement par l'étiquetage, comme c'est fait sur les véhicules ou l'électroménager. Il y a également très clairement ce retour d'expérience de toutes ces connaissances qui montrent l'importance de l'action collective, souvent à l'échelle des pairs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui renvoie un message positif, c'est pas la personne toute seule qui change et tout le monde qui se moque d'elle parce qu'elle est la seule à changer. C'est un groupe de gens dans un cadre professionnel, dans une communauté, qui agissent ensemble, qui se renvoient un message positif. Et c'est ça, en fait, le retour d'expérience de ces travaux en sciences sociales. C'est ça qui, en fait, mène sur des actions souvent réussies et durables. Alors, on a l'impression quand même que les sénateurs dont on parlait tout à l'heure, mais pas que, on peut parler aussi de la gouvernance internationale, que beaucoup de décideurs politiques se sentent impuissants, ou se disent en tout cas impuissants. Un certain nombre de citoyens aussi se sentent impuissants. Est-ce que nous sommes tous impuissants ? Amida. Non, je ne crois pas. Enfin, pour moi, je dirais qu'à mon petit niveau, je suis effectivement, d'une certaine façon, peut-être que de loin, quand on évalue ma marge de manœuvre, je suis impuissante, mais je ne me sens pas totalement paralysée. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, j'agis, j'essaye de diffuser un message, je vais discuter, etc. Et j'essaye d'entraîner des gens avec moi. C'est-à-dire que j'ai quand même un optimisme de l'action et de la transformation. Maintenant, il y a des réalités sur lesquelles je n'ai pas prise à mon niveau. Moi, je pense qu'on n'est pas impuissant. Je pense qu'il y a beaucoup de leviers d'action au niveau individuel, au niveau collectif. L'évolution de notre société en France, elle est marquée par des mouvements sociaux profonds qui ont transformé la société. Si on s'était dit on ne peut pas sortir de la condition ouvrière il y a un siècle, les choses n'auraient pas changé. Si on s'était dit les femmes vont rester chez elles et élever leurs enfants, les choses n'auraient pas changé. Donc au contraire, je pense que c'est important de donner à voir les transformations passées de la société pour qu'on puisse comprendre comment les sociétés changent. Et il y a parfois cette espèce d'illusion, en particulier en France, qu'il faut tout attendre du gouvernement. C'est assez frappant, c'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et donc, au contraire, je pense qu'on a beaucoup de leviers d'action en main, à condition de faire de cette question du changement climatique quelque chose qui devienne plus visible. Bien, écoutez, je pense que c'est sur ce message d'appel à l'action qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux, Amida Dahan, Valérie Masson-Delmotte, d'avoir été avec nous ce matin. Le temps passe très vite en votre compagnie. On trouvera bien sûr toutes les références de vos travaux sur le site de Recherche en cours. Merci à Mathieu Dolphus et Yacine Hamoud à la réalisation ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain Recherche en cours dans 15 jours. Mais tout de suite, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brésil Alto Astral. À bientôt.